Ben, je suis Philippe Alain, je suis psychologue et j'ai introduit l'énéagramme en Belgique avec mon collègue Jacques Prémont il y a 25 ans et on l'a validé scientifiquement il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui je me consacre à la transmission de l'énéagramme. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de faire de l'énéagramme ton métier? J'étais déjà psychologue quand j'ai découvert par une brésilienne, Gilda Grillo, une première session d'énéagramme en Belgique et j'ai tout de suite su, mon collègue aussi, que c'était tellement puissant que, un, il nous faudrait beaucoup de temps pour l'intégrer, mais que deux, ça deviendrait un élément central dans notre pratique. En effet, en psychologie clinique classique, on n'utilise pas de modèle de personnalité parce qu'on dit que chacun est unique, ce qui est vrai. Et en dehors de la psychanalyse, la psychologie classique ne jure pas par grand-chose. Mais nous, on a compris tout de suite que un modèle de personnalité aussi fin et aussi profond pouvait vraiment faciliter la compréhension pour les gens de leur propre fonctionnement, de celui des autres, et que donc c'était un outil merveilleux pour pouvoir vivre des relations épanouies. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre la validation scientifique de ce test Enneagramme? Oh, ben, à ce moment-là, l'énéagramme était connu dans le monde entier, mais plutôt dans des sphères un peu ésotériques ou parallèles ou New Age, etc. Pour nous, c'était pas question de rester dans ce champ-là. On était des psychologues cliniciens, des pédagogues, et on voulait absolument pouvoir entrer dans des écoles, dans l'université, dans les entreprises. Et donc, voilà, on s'est dit non, il faut le valider scientifiquement. Même si il est antérieur à la psychologie, il doit pouvoir résister aux tests psychométriques les plus sérieux. Et voilà, on s'est dit c'est nécessaire pour sa crédibilité. Voilà. Très bien. Et tu m'avais raconté une petite anecdote où, quand tu as présenté ce projet-là à la personne responsable des validations, en fait, on t'avait rayonné. Oui, c'est-à-dire que bon, le vice-recteur de l'université où nous étions et qui était en même temps secrétaire de l'International Test Commission, bon, nous avait fait comprendre qu'il s'occupait de choses sérieuses et que donc il nous suggérait d'aller voir ailleurs parce que l'énéagramme n'était pas du tout un modèle connu dans le monde de la psychologie. Alors, on a trouvé une docteure en psychologie, Nathalie Delobe, qui enseignait en faculté d'ingénieurs commerciaux et qui, elle, était habituée aux tests de recrutement et qui se dit pourquoi pas vous m'êtes sympathique, vous m'avez l'air sérieux, je veux bien essayer, mais bon, ne vous attendez pas trop à du résultat, mais on peut essayer. Et alors, quelles ont été, est-ce que tu peux me décrire brièvement en fait les étapes clés du processus de validation scientifique? Oui, ben, les étapes, c'est que on a suivi les recommandations de l'International Test Commission. Donc il fallait, pour établir une analyse factorielle faisant apparaître 9 composantes principales, puisqu'il y a 9 bases en énéagramme, il nous fallait des échantillons de 250 personnes au minimum à chaque passation et des gens qui ne connaissaient pas l'énéagramme. Et donc on a procédé étape par étape, mais comme il a fallu 9 étapes, 9, je dirais, versions différentes du questionnaire, pour y arriver, ben, au total, il a fallu trouver 2000 personnes, quoi, je dirais, pour y arriver. Ça a pris 2 ans. Ah, c'était la question que j'avais Oui. posée. Et alors, quels ont été pour toi les plus gros obstacles méthodologiques que tu as rencontrés dans ce processus? Ben, il y a un obstacle de fond, on va dire, c'est que l'énéagramme décrit 9 profils qui sont complexes. Chacun d'eux est complexe. Et donc, comme il s'agit de motivation profonde et pas de comportement, c'est très difficile d'écrire des phrases, de poser des questions auxquelles les gens répondent et qui ne font pas appel au comportement observable directement, mais à leur motivation. Et en plus, ce qui est difficile méthodologiquement, c'est d'éviter tout ce qui est valoriel, tout ce qui fait que les gens pourraient dire « Oh oui, moi j'ai plutôt envie d'être ça ou d'être ça ». Donc la formulation des phrases était vraiment compliquée. Et du coup, comment as-tu sélectionné l'échantillon des participants pour la validation du test? Bon, l'échantillon, ça, on avait des normes où il fallait chaque fois une diversité d'âge, de genre, de catégories socio-professionnelles. Donc ça, on connaissait ça, si on veut. Voilà. Pour nous, l'enjeu était chaque fois de réécrire
les phrases qui étaient proposées et sur lesquelles les gens devaient se prononcer sur une échelle de Likert en disant ça me correspond, pas du tout, assez peu, moyennement, assez bien, très bien, et que ces phrases soient vraiment pertinentes par rapport au modèle de l'énéagramme et par rapport aux exigences d'une validation. Et du coup, quelles institutions finalement ou organismes ont reconnu la validité scientifique du test? Bon, c'est évidemment la publication par l'Université catholique de Louvain, aux presses universitaires de Louvain, avec une préface de Jacques Grégoire, qui était ce vice-recteur, secrétaire de l'International Test Commission, coécrit par Nathalie Delop, docteur en psychologie, Jacques Prémont et moi-même. Ça, c'est en soi une validation. Et Nathalie Delop est allée le présenter au Congrès européen des psychologues du travail et des organisations. C'est là qu'a eu lieu la première présentation officielle de ce questionnaire scientifiquement validé. Et quelles ont été les réactions de la communauté scientifique ou même psychologique, on pourrait dire, suite à cette validation? Bon, en gros, c'était inattaquable et donc ça a été bien accepté, mais l'énéagramme était tellement peu présent dans le monde académique, scientifique, que bon, voilà, pour la plupart, ok, c'est sympa, vous avez un instrument, mais voilà, peu de gens l'utilisaient, quoi. Et quels avantages concrets peux-tu avoir retiré finalement de cette validation dans ta pratique pour les personnes qui viennent? Oui, il y a plusieurs gros avantages finalement. L'avantage pour les formateurs qui transmettent l'énéagramme, c'est d'avoir un garde-fou, c'est-à-dire d'avoir autre chose que leur propre perception ou la perception par les gens eux-mêmes, mais d'avoir une espèce de troisième source d'information qui vient recouper ou challenger les autres impressions. L'avantage pour les participants, c'est d'accélérer le processus de se regarder avec lucidité. Parce que finalement, c'est eux-mêmes qui librement ont répondu à des questions sans choix forcé, auxquelles ils ont pu répondre. Donc, le questionnaire reflète exactement la perception qu'ils ont d'eux-mêmes au moment où ils le remplissent. Donc, du coup, ça peut faciliter de se reconnaître dans telle ou telle base quand ils font une formation ou un coaching et qu'ils sont confrontés à leurs propres résultats. Ce n'est pas la vision de quelqu'un d'autre. Et évidemment, l'avantage majeur, c'est que voilà, dans le monde où on vit, où il faut des normes de qualité dans tous les domaines, psychologiques comme alimentaires ou dans l'énergie, c'est sûr qu'avoir un outil scientifiquement validé, ça ouvre les portes, ça a ouvert les portes des entreprises, des écoles et de l'université. Sans cela, je pense que l'énéagramme resterait toujours aujourd'hui cantonné dans des sphères un peu parallèles à la psychologie, mais pas dans le monde réel. Enfin, du reste, en Belgique, le taux de pénétration de l'énéagramme, grâce à ça, est tout à fait impressionnant. C'est probablement le meilleur taux au monde de l'énéagramme dans une population. On a formé des milliers de personnes à l'énéagramme depuis la validation scientifique. Et quelles nouvelles perspectives cette validation ouvre pour la recherche en psychologie de la personnalité? Bon, mais dans la validation, il n'y a pas seulement la structure elle-même qui est validée, sa fidélité dans le temps, mais l'énéagramme a aussi été comparé à d'autres instruments validés, surtout le Big Five, qui est un peu la référence en matière de traits de personnalité dans le monde scientifique. Et le fait que les corrélations soient très nombreuses avec le Big Five, très très nombreuses, et que l'énéagramme, le questionnaire soit prédictif de la façon dont les gens vont orienter leur carrière, de façon plus sûre qu'avec le Big Five, c'est clair que ça ouvre des tas de portes dans les domaines sur lesquels l'énéagramme apporte une valeur ajoutée, une différence. C'est-à-dire surtout la question des motivations profondes, des choix qui sous-tendent les choix professionnels. Alors, les perspectives, ce serait d'ouvrir d'autres champs en faisant des recherches croisées entre l'énéagramme et d'autres domaines. Par exemple, en termes de leadership, on pourrait penser qu'il va y avoir des choses intéressantes en termes d'éducation, en termes de gestion des émotions, de gestion du stress. Enfin, voilà, mais ça, c'est un champ qui demande beaucoup de temps et qui demande qu'il y ait suffisamment de professionnels qualifiés pour mener ces recherches.
Voilà. Mais il y a déjà des recherches dans d'autres pays et d'autres langues qui se font grâce au HPEI. Une doctorante vient de terminer un doctorat au Royaume-Uni en utilisant notre questionnaire en énéagramme. Et alors, d'une manière générale, comment la perception de l'énéagramme a évolué depuis cette validation scientifique? Ben, je pense qu'il voilà, il a vraiment pu prendre sa place dans les pays où des formateurs de qualité l'ont introduit de façon sérieuse et adéquate. Donc, bon, en Belgique, aujourd'hui, voilà, nous ne subissons plus beaucoup d'attaques sur l'énéagramme et sa place est faite. En Suède, par exemple, où il y a une équipe de 4 formatrices vraiment très professionnelles depuis 15 ans et qui travaillent avec nous depuis toujours, ben, l'énéagramme prend vraiment sa place aussi dans les différentes sphères où elle est utilisée. Mais voilà, nous n'avons pas d'ambition quantitative, voilà, on laisse les choses se faire et là où des gens souhaitent travailler avec nos outils, ils peuvent le faire. Nous le revalidons dans chaque langue, chaque fois qu'on l'a fait. On l'a validé dans une quinzaine de langues pour sa première version. Et donc, on est prêt à étendre son usage là où des formateurs sérieux et bien formés veulent l'utiliser. Alors, est-ce que tu envisages des améliorations, des développements futurs pour ce test? Ah ben oui, on a dû d'ailleurs faire des gros développements l'année passée parce que les critères de l'International Test Commission pour pouvoir valider un questionnaire sont régulièrement revus et parfois augmentés. Donc il y avait 4 nouveaux critères qui étaient faits et on a dû donc revalider une nouvelle version. Ce qui nous a permis, après 15 ans d'expérience, de pouvoir faire un questionnaire plus court, où il n'y a plus que 27 questions au lieu de 52, et qui est mieux validé, avec des critères scientifiques plus élevés. Donc ça, c'est une belle avancée, et on doit continuer chaque fois à se soumettre à l'évolution des critères scientifiques, évidemment. Alors, malgré tout ce travail, quel conseil tu donnerais aux personnes qui restent sceptiques vis-à-vis de l'énéagramme, même après cette validation? Mais moi, le scepticisme ne me dérange pas. Je ne prétends pas que l'énéagramme est la réponse à toutes les questions. Voilà, les gens qui le critiquent, soit n'ont pas lu la validation ou ne connaissent pas bien la psychométrie, soit défendent d'autres outils et ils se sentent en concurrence avec ça, ou peut-être simplement la notion même de modèle de personnalité, de profil de personnalité ne leur convient pas. Et c'est bien ça l'obstacle le plus important, c'est qu'en psychologie, un certain nombre de gens considèrent que les profils de personnalité, par leur trop grande complexité, ne sont pas recevables et qu'il faut travailler seulement avec des traits individuels et bien séparés de personnalité. C'est un peu le même débat que dans le domaine de la médecine, le fait d'avoir de l'hyperspécialisation et de prendre le corps morceau par morceau ou d'aborder la santé de façon globale. Ça, on est plus sur une question philosophique au fond, épistémologique, à savoir est-ce que ça a du sens ou pas d'utiliser des modèles, des profils de personnalité. Les modèles sont toujours un peu simplifiants, mais ils sont beaucoup plus pratiques et efficaces quand on veut aborder une situation. Donc il n'y a rien de plus pratique qu'un bon modèle. Ce modèle-ci a l'avantage d'être en plus validé scientifiquement, mais voilà, ce n'est qu'un outil et ça ne remplace pas le travail personnel, individuel que chacun peut faire par rapport à soi-même.